Michelangelo, tu connais sûrement ce... Non, je ne parle pas de lui, je parle plutôt de celui-là. Celui qui a passé des années à peindre des plafonds, sculpter des blocs de marbre et pousser son corps jusqu'à l'épuisement. Et tout ça pour créer certaines des œuvres les plus célèbres de toute l'histoire de l'art. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes admirent ce genre de discipline extrême, moi-même le premier. Le fameux mythe de l'artiste torturé qui est seul dans sa chambre et qui réussit à créer des chefs-d'œuvre. Mais plus sérieusement, à quoi bon créer tout ça? Inscrire son nom dans le livre de l'histoire du monde? Si c'est pour être constamment aigri, malheureux, seul et dépressif, le corps ravagé par toutes ces années de travail, au point d'être tourmenté sur la question d'avoir le repos de son âme. Et c'est là qu'est le vrai problème, c'est que on glorifie ce type de sacrifice sans vraiment parler du prix qu'il faut payer derrière. Est-ce qu'on a besoin de souffrir sur nos œuvres et de travailler jusqu'à la mort pour se considérer comme des artistes? Dans cette vidéo, on va analyser l'éthique de travail de Michel-Ange pour comprendre ce qu'il faut reproduire et surtout ce qu'il faut éviter si nous voulons progresser sans tomber dans l'autodestruction créative. Il faut savoir une chose, c'est que Michel-Ange ne se voyait pas comme un artiste normal, ni comme un simple exécutant. Il se voyait comme quelqu'un qui avait une responsabilité presque divine. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Sa phrase célèbre qui résume totalement son mindset était « La sculpture est déjà complète dans le bloc de marbre. Je dois seulement enlever l'excès. » Par exemple, avec le David, la sculpture avait été prise par l'un de ses prédécesseurs qui l'avait complètement ruiné. Personne ne voulait même l'utiliser et s'apprêtait à le jeter. Mais lui, il a quand même voulu le faire parce qu'il entendait le son de son maître qui l'appelait. « Michel-Ange, libère-moi. Michel-Ange, libère-moi. » Le gars était littéralement dans ses étoiles. Il était constamment dans une tension entre le génie, la frustration et une perfection impossible. Même après avoir fait des chefs-d'œuvre historiques, il restait très critique envers lui-même. Il voulait corriger tout, absolument tout, dans les moindres détails. Qu'une seule erreur et c'est la frustration complète. Ce qui faisait qu'il arrêtait, il stoppait, il cassait et il détruisait toutes ses œuvres. Il a même créé en fait un nouveau style, le style inachevé de Michel-Ange. Donc, émotionnellement parlant, Michel-Ange était très instable, ce qui faisait qu'il n'appréciait jamais son travail, sa quête infinie de la perfection et l'impression de ne jamais atteindre totalement ce qu'il imaginait dans la tête le hantait constamment. Au niveau de ses relations avec les autres, comment dire, c'était pas tellement ça. D'abord, pour commencer, Michel-Ange, il est moche. Il était très moche. Tellement moche qu'il se haïssait. Bon, j'exagère un peu, mais littéralement, il avait un comportement aigri. Il détestait les autres. Il se jouait en mode loup solitaire avec aucun tact. Ce qui le créait de vrais complexes d'infériorité envers ses compères. Qui, contrairement à lui, étaient riches, beaux, doués, aimés par tous et courtisés par les femmes. Bon, bien par les hommes. C'est comme tu veux. L'éthique de travail de Michel-Ange était presque inhumain. Pour lui, l'art passait avant le sommeil, avant le confort, avant son corps et parfois même avant sa propre santé mentale. Lorsqu'il entrait dans un projet, il devenait complètement absorbé par son travail et pouvait vivre pratiquement à l'intérieur du chantier pendant des semaines ou des mois. Il mangeait à peine le bourg. Genre, il prend pain, lait, il s'en va. Souvent, mais il ne mange pas. C'est un problème. Son obsession principale était le contrôle absolu. Contrairement à beaucoup d'artistes de la Renaissance qui déléguaient énormément à leurs assistants, Michel-Ange préférait faire lui-même toutes les parties les plus importantes parce qu'il pensait que personne ne pouvait comprendre exactement la vision qu'il avait dans sa tête. En vrai, il a raison quand même, franchement. Moi, c'est lui, il m'a ouf. Il n'est pas d'assistant, mais je laisse. Par exemple, pour la chapelle Sixtine, à cause d'une erreur qu'un artisan a fait, il est dit que dans le mythe, il a carrément chassé tout le monde dehors afin de pouvoir terminer lui seul la peinture de la chapelle Sixtine. Il était considéré comme le plus riche de tous les artistes. Normal, il était radin, il ne dépensait rien. Le mec, il vivait, il dormait, il mangeait, il portait la même chaussure encore et encore. Il y avait une anecdote qui disait qu'il portait tellement la même chaussure que lorsqu'il enlevait, sa peau se découlait, sa peau restait dans la bottine. Est-ce que tu peux te rendre compte? Il dormait avec son habit parce que lui, il trouvait qu'on fait se changer, se laver, c'était une perte de temps. Donc, à nous aller pour le travail, direct dès qu'il se levait, il partait travailler. Genre, vieux, faut te brosser dans les palais, les gens. Comment les assistants me faisaient même pour... Le confort et le bien-être étaient un frein qui nuisait à la création de l'artiste. Donc en gros, pour lui, il fallait être un martyr pour pouvoir créer, pour pouvoir ressentir la création. Franchement, à ce niveau-là, pour moi, c'était plus un appel à l'aide qu'une exception pour son travail. Mais à cause de son comportement et de l'attitude qu'il avait et de sa solitude, personne ne pouvait l'aider. Vraiment, personne. Et en vrai, l'œuvre qui témoigne clairement de tout ce que
Michel-Ange a vécu au cours de sa vie qui a été le point de non-retour, c'était le Moses. Le plus grand projet de la vie de Michel-Ange, la tombe monumentale du pape Jules II. Il s'est investi dedans avec une exception totale. Mais le projet est rapidement devenu un cauchemar pour lui. Le pape changeait constamment d'avis. Un temps il voulait ci, un temps il voulait ça. L'argent manquait, les plans étaient modifiés et la tombe devenait de plus en plus petite. Ce qui était de base 40 grandes statues, il s'est comme un simple projet banal. L'œuvre est belle, elle est magnifique. Je pourrais jamais réaliser ce truc-là si ce n'est que dans 4000 ans. Oui, je pèse mes mots. 4000 ans, s'il vous plaît. Mais pour le statut de Michel-Ange, et surtout passer 40 ans de sa vie sur ça, avec tout son palmarès, c'est du gâchis. Gâchis de vie, gâchis de temps, gâchis d'effort, gâchis de travail, gâchis de plein d'œuvres qu'on aurait pu créer. Franchement, il y a de quoi devenir fou. 40 ans, vous imaginez 40 ans? L'œuvre de ta vie qui devait rester dans les annales de ton histoire. Il y a de quoi tomber en burn-out. Et avec les années, son corps s'est détruit. La douleur chronique, la fatigue permanente, manque de sommeil et isolement. Il écrivait des lettres dans lesquelles il expliquait à quel point il se sentait déprimé, à l'agonie. Cette œuvre l'avait complètement détruit. Michel-Ange est mort de cause normale, en se posant beaucoup de questions sur le sens de sa vie, sur l'importance de son art. Est-ce que ça a vraiment fait la chose la plus importante qu'il voulait, c'est-à-dire servir Dieu, très religieux qu'il était? Ces questions-là l'ont gangréné jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, on comprend probablement que Michel-Ange souffrait de graves problèmes mentaux qui le poussaient à baser continuellement son existence sur son art. Mais à son époque, personne ne parlait et ne comprenait vraiment ce que c'était que la santé mentale. Même actuellement, on ne comprend pas. Est-ce que travailler comme Michel-Ange est une bonne solution pour un artiste qui veut vivre de son art à notre époque? Oui et non. Oui, parce qu'il faut beaucoup d'efforts à un artiste de perfectionner son art, sa discipline, affiner son style, mais surtout se faire connaître afin de pouvoir vendre son art. Mais il faut comprendre que les époques et les temps sont très différents. Dans le temps de Michel-Ange, c'était le talent brut qui prédominait. Quel qu'on soit ton comportement, quel qu'on soit ta dégaine, quel qu'on soit ta manière d'être, si tu es fort, tes services seront à coup sûr demandés par les plus hautes instances. Et je vais être franc avec vous, je suis un grand fan de ce monsieur. Et je me demandais comment il arrivait à faire de si grands chefs-d'œuvre alors qu'il se sentait si mal dans sa peau. Vous savez, la vie de freelancier n'est pas facile, surtout quand on est artiste. Il faut faire soi-même sa publicité, rencontrer des clients, devenir créateur de contenu pour vendre son art, chercher à se faire des relations dans le milieu, être comptable pour compter ses revenus, savoir les gérer entre dépenses de matos et vivre de la maison si on en a. Ou bien on fait partie de la seconde catégorie, n'arrive tout simplement pas à se lancer dans sa carrière artistique parce qu'on ne se sent pas assez digne, on se compare aux autres, et on se sent nul et on ne tente pas. Et quand on tente, ça échoue et on se dit à quoi bon. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'admirer Michel-Ange et de vouloir vous enfoncer dans le travail vous aidera. Au contraire, sa vie est un témoignage de ce qui arrive quand on a basé sa valeur en tant qu'être humain sur son travail. Ça crée des monstres. Ça crée aussi des hommes brisés. L'artiste est brisé. Il ne faut pas oublier qu'on est des humains et tous les humains sont brisés. En fait, les problèmes de la vie, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas te croire que toi, tu es un artiste, tu t'exprimes. Non, hein. En vrai, nous sommes juste en fait des personnes qui avons cette facilité-là à pouvoir transmettre ce que nous vivons aux gens. Raison pour laquelle nous sommes beaucoup appréciés. C'est ça notre magie. Faut pas croire que le mythe de l'artiste traumatisé, torturé, qui vit seul et qui crée, c'est vraiment ça la norme. Non, on peut se sentir bien dans sa peau et puis créer. Quel serait mon conseil si je devrais me conseiller moi-même, si je voudrais travailler d'arrache-pied comme Michel-Ange, parce que franchement, je suis un vrai passionné d'art, mais sans pour autant tomber dans le burn-out. C'est simple. D'abord, j'arrêterai les contenus à dopamine rapide. Michel-Ange, il a réussi à avoir une telle discipline malgré son mal-être intérieur, c'est qu'il ne consommait pas TikTok, ni Shorts, voilà, ni même ça. Le dessin, c'est une discipline qui s'apprécie sur le long terme et qui demande beaucoup de patience et donc, si vous stimulez le cerveau avec des récompenses rapides, vous risquerez de commencer à déprécier le processus de création d'une œuvre et vous créerez des traumas inutiles. Donc, soit on arrête, soit on régule, soit on change pour des contenus moins stimulants. Second conseil, je me créerai un planning très précis que je respecterai à la lettre. Des limites d'heures de travail et des limites de début de travail. Et surtout, j'arrêterai dès que le moment arrivera. Le repos fait partie du travail et ne pas se reposer, c'est s'exposer à des fatigues inutiles. Mieux vaut travailler comme ça et s'arrêter pendant 6 mois. Franchement, ça n'en vaut pas la peine. Alors, reposez-vous.
Ensuite, j'apprendrai mes limites et mes faiblesses. Parce que souvent, on peut facilement finir sous pression lorsque on surévalue le temps que l'on peut prendre pour terminer une œuvre ou de nos capacités par rapport à un artiste. Vous devez apprendre à donner toujours une deadline un peu plus longue que la deadline que vous êtes sûr de pouvoir terminer. Donc, si on te donne ça et on te dit que tu peux faire ça en combien de temps? Toi, tu sais que tu peux faire ça en 1 semaine. Tu dis 2 semaines. Pardon, faut dire 2 semaines. Et surtout, la chose la plus importante, c'est de ne jamais se comparer. On n'est jamais en retard. Parce qu'on n'a pas commencé en même temps, on n'a pas les mêmes penchants, on n'a pas les mêmes traumas, on n'est pas les mêmes gens d'artistes traumatisés, quoi. Donc, chacun a son rythme. C'est pour ça que nous allons arriver au 3e point qui est le point le plus important. Soyez reconnaissants. Parce que sans reconnaissance, on finit par être insatisfait de ses œuvres. Sans reconnaissance, on n'est jamais satisfait de sa vitesse de production et on se met des pressions inutiles. Sans reconnaissance, on n'est jamais fier de soi et on se flagelle à la moindre erreur en oubliant tout ce qu'on a fait de bien. On se compare facilement aux autres et on finit par abandonner et par sombrer dans le burn-out créatif. Alors s'il te plaît, prends un petit cahier, appelle-le comme tu veux, mais note, s'il te plaît, les choses qui te sont arrivées dans la journée, les émotions que tu as ressenties. 3 choses pour lesquelles tu as été reconnaissant. Franchement, sois reconnaissant pour ce que tu veux. Ça peut être parce que tu as fini un dessin claqué au sol sur ta feuille. Ça peut être parce que tu as glandé toute la journée parce que rien à foutre. Le repos quoi. Ça peut être parce que tu as commencé enfin à écrire dans ce fameux journal intime que Angèle t'a inspiré. Vas-y, abonne-toi. Je sais. Ne remercie pas. Tu ne pourras jamais respecter tout ça si tu n'es pas reconnaissant de la moindre chose qui t'arrive dans ta vie. La vie est assez dure comme ça pour cela compliquer encore la tâche en se donnant des burn-outs. En ce moment, ma vie même va s'en dessous. Ma chaîne YouTube est lamentable, donc mes rêves de vivre de YouTube, allô quoi. Je travaille peu sur mon art et je suis nul à chier en dessin numérique alors que je dois être normalement un illustrateur dans quelques peu de temps. Mes stratégies pour vivre comme freelancier, rien du tout. Et cerise sur la papa, je n'ai encore gagné 0 euros. Pour quelqu'un qui cherche à montrer aux gens à comment vivre de son art, elle est bien belle la vie de conseiller en direction artistique. Franchement, elle est magnifique. Mais bref, au final, je m'en fous de tout ça parce que je suis reconnaissant. Reconnaissant de vivre mes rêves. Reconnaissant parce que j'apprends et je ressens beaucoup de choses que je pourrais expliquer à d'autres personnes qui viendront me consulter plus tard. Reconnaissant parce que j'ai eu la chose la plus inestimable que même tous les êtres humains sur cette terre chercheront le plus au monde bientôt. Et ça, c'est la vie. Avec un grand V-I-E. Pas Michel-Ange, voilà, rien à foutre de tout. On passe en mode Kanye West. Ma couleur préférée, c'est le chrysolite. En vrai, j'emmène le monde et son argent. J'emmène le monde et ses voitures. J'emmène le monde et ses milliards. En vrai, réaliser c'est quoi le sens de la vie véritable, le sens de vos priorités. Parce que là, c'est bien, mais l'équilibre, c'est mieux, les gars. Alors sortez, filles, amusez-vous. Soyez avec vos amis. Ça fait rien si tu n'as pas pu terminer un dessin. S'il vous plaît, prenez la pilule rouge et sortez de la Matrix. Bref, je vous aime. Sortez, vivez, dessinez, soyez sains d'esprit, équilibrés. Mais le plus important,